Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris. Cette semaine, je voudrais revenir sur les événements qui se sont tenus en Équateur entre le 13 juin et le 30 juin. 18 jours de contestation sociale, de mobilisation indigène, de crise politique, de répression aussi. 6 morts, 600 blessés pendant ces journées de mobilisation emmenés par le mouvement indigène et paysan équatorien et en particulier la CONAIE, la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur qui existe depuis 35 ans, fondée en 1986. Donc je voudrais revenir sur tout cela parce que le cas est intéressant, parce qu'à la fois il articule des dynamiques qu'on a vues à l'œuvre depuis plusieurs années en Équateur et en Amérique latine de manière générale, c'est-à-dire le retour finalement de la question sociale et de la crise sociale aiguë qui se transforme en contestation, en protestation, puis en crise politique. On l'a vu partout, en Équateur en 2019 déjà, ce qui s'est passé là avait déjà eu lieu d'une certaine manière en 2019, mais c'est intéressant parce que ça articule des dynamiques liées à la crise économique post-2008, ça remonte, à la crise sanitaire de Covid-19, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant dans la conjoncture, la guerre en Ukraine. Puisqu'on peut dire que certains éléments qui ont provoqué et déclenché cette convulsion sociale en Équateur est lié au conflit ukrainien. C'est donc l'un des premiers conflits sociaux de la vie chère, comme on dit, qui trouve une partie de son explication dans le conflit ukrainien. Pour expliquer tout ça, il faut déjà repositionner le profil finalement économique de l'Équateur. L'Équateur, c'est un pays andin, 18 millions d'habitants, un tout petit peu moins à peu près. On pense officiellement 7-8% d'Indiens, parce qu'on s'auto-déclare indien, disons en Équateur comme partout ailleurs en Amérique latine. On dit qu'on est indien soi-même. C'est à peu près 8%, peut-être même un peu moins. Mais en fait, quand les mêmes Équatoriens se définissent comme métis, c'est plus de 80% de la population. Donc on peut dire que 8% se disent vraiment indiens, mais 80% se disent tellement métis avec des composantes d'indianité. Donc voilà à peu près pour qu'on ait le schéma. Sur le plan économique, c'est un profil typique d'un pays d'Amérique du Sud. Pays exportateur de ressources naturelles à faible valeur ajoutée sur les marchés internationaux. L'Équateur, c'est 3-4 choses qui constituent son économie. Le pétrole, bien sûr, mais à plus de la moitié des exportations en valeur, c'est même pas le pétrole, c'est les produits alimentaires, en particulier la banane et tout ce qui est issu de la pêche, les crevettes, pour la banane, premier producteur mondial, pour la crevette, le deuxième mondial après l'Inde, c'est le thon et c'est les fleurs. L'Équateur est le 3e producteur et exportateur mondial de fleurs dans le monde. Voilà ce qui constitue le cœur de l'économie équatorienne. Dans ce schéma, les populations rurales donc, sont très importantes et a fortiori indigènes, puisque les populations indigènes, les nationalités indigènes sont en général des groupes et des populations paysannes. Donc ça, c'est très important. Pourquoi je parlais de l'Ukraine? Parce que il se trouve que l'Ukraine et la Russie sont des marchés importants pour les exportations équatoriennes. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays américains, mais pour les Équatoriens, oui. Ils exportent beaucoup de choses dans ces pays-là, en particulier les produits agricoles, les bananes, etc., ou les poissons vont beaucoup en Russie et en Ukraine. Donc tout ça a été coupé par la guerre, donc les exportations ont chuté, mais il n'y a pas que ça. Il y a les conséquences des sanctions imposées par les puissances occidentales, les Européens, les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en déconnectant la Russie du système international SWIFT, les Équatoriens, les exportateurs équatoriens se sont retrouvés avec des normes impayées sur les bras, puisque beaucoup d'exportations qui avaient été acheminées à bon port n'ont pas pu être payées, n'ont pas été honorées par les Russes. Rien que pour le mois de mars 2022, c'est plus de 50 millions de dollars d'exportation qui ne sont pas revenus dans l'économie équatorienne. Donc il faut comprendre l'addition de tous ces facteurs pour voir comment s'est déclenché ce mouvement, qui trouve des racines ailleurs. Les mouvements indigènes se sont mobilisés après 1 an de dialogue et de négociations avec le gouvernement, négociations infructueuses. Il y a eu 3 sessions pour discuter la condition et les situations sociales des populations indigènes et paysannes en Équateur qui n'a rien donné. Et c'est donc tout ça qui a abouti à une radicalisation, une explosion du mouvement. Alors comment ça se passe? La CONAIE, elle regroupe une trentaine de peuples et nationalités d'ethnies indiennes équatoriennes qui sont structurées, disons, en 3 sous-grands branches. Une de l'Amazonie, une de la côte et une de la Sierra, comme on dit, c'est-à-dire de l'intérieur, de la plaine, en quelque sorte, équatorienne. Et il y a 3 comme ça structures qui s'ajoutent et qui font la CONAIE et qui ont des capacités de mobilisation qui se comptent en dizaines de millions d'Indiens parce que il faut comprendre aussi que la logique en Équateur indienne, c'est qu'on pense en termes de communauté. Et donc, toutes les productions et l'économie paysanne est organisée par communauté. Et donc, il y a une chaîne comme ça qui s'organise au niveau national,
entre tous les territoires et toutes les communautés s'associent pour produire. Donc quand on mobilise toutes les communautés dans les différents endroits du territoire pour descendre et converger par des marches très impressionnantes vers la capitale et planter un drapeau revendicatif. C'est ce qui s'est passé donc à partir du 13 juin. 10 revendications essentielles de la CONAIE, ça a été pas mal commenté, essentiellement la question de la baisse du prix de l'essence, pas parce que simplement la voiture permet la mobilité individuelle, mais parce que l'essence est au cœur de l'activité économique agricole, pour les machines, pour produire, pour acheminer, transporter tout ce que on produit, et tout ça s'impacte sur le prix de vente et le prix de consommation, et c'est très mauvais donc pour les Indiens. À cela, vous ajoutez les poussées inflationnistes importées, des fertilisants qui sont beaucoup plus chers ou n'arrivent plus de Russie, et vous ajoutez toute une série de choses comme ça qui fait que la vie est devenue insoutenable pour les Indiens, mais le fruit de leur travail, ils perdent de l'argent parce que c'est trop cher et que les gens ne le consomment plus et que ça ne part plus à l'exportation. Donc voilà la situation dans laquelle on est à grands traits. Et d'ailleurs, le communiqué de la CONAIE justifiant sa mobilisation et sa liste de 10 revendications, c'est, je cite, « Les conditions matérielles, sous-entendu d'existence des populations indiennes et paysannes, sont insupportables ». Voilà exactement les mots de ce communiqué. Il y a une dizaine de points de revendication: blocage des prix, annulation des dettes bancaires des petits exploitants auprès de la Banque nationale qui n'a eu cesse, elle, d'augmenter ses taux d'intérêt sur les prêts qu'elle consentait à ces populations, une réforme fiscale pour que les catégories à haut revenu payent plus d'impôts, et les entreprises aussi, l'arrêt des exploitations des sols pour le pétrole et les mines, qui sont souvent des endroits où vivent les populations indiennes et où elles veulent, elles, cultiver. Bref, on voit une série de choses assez structurelles. Le bilan est assez limité puisque le gouvernement a paré à l'urgence. Monsieur Lasso, finalement, a concédé une baisse ponctuelle de l'essence qui est vraiment en deçà de ce que demandaient les Indiens, mais ils ont obtenu autre chose. C'est la mise en place d'une commission de négociation et pas de dialogue, de négociation entre les populations indigènes et le gouvernement sur tous les thèmes contenus par leur déclaration pendant 3 mois. Donc dans 3 mois, on tirera le bilan. En septembre, fin septembre, début octobre, il est tout à fait possible que tout cela reparte parce que la situation est fragile et instable. Et toutes les raisons qui conduisent à l'impossibilité du modèle économique et à sa détérioration, en réalité, ne vont pas disparaître dans 3 mois et même vont peut-être même encore s'exacerber. Donc on voit que l'équation équatorienne est très complexe et nous dit quelque chose d'assez intéressant sur comment des dynamiques internationales viennent s'imbriquer dans des dynamiques internes qui elles-mêmes sont déjà le fruit de sédimentation d'anciennes vagues et d'anciens problèmes qui n'ont pas été réglés, et que tout ça s'accumulant produit des débordements et des convulsions sociales et politiques dans les pays. Alors pour conclure cette chronique, dire la conclusion, en tout cas temporaire, de ces révoltes, de la vie chère et de la crise sociale, eh bien c'est l'arrestation et le procès du président de la CONAIE. Donc ça, c'est tout à fait explosif en Équateur, monsieur Léonidas Issa, qui est plutôt à la gauche de la CONAIE, qui est très critique bien sûr du gouvernement de droite de Guillermo Lasso, mais aussi qui est assez critique de la gauche politique, celle issue du coréisme en Équateur, même s'ils ont plus d'accointance idéologique, mais quand même ils ont un rapport assez critique. Et son jugement a commencé le 1er juillet. Le président Lasso va être appelé comme témoin et à coup sûr, monsieur Issa va transformer finalement ce procès où la charge qui est retenue contre lui, c'est celle de paralysie des services publics, parce que dans leur mobilisation, ils ont bloqué les routes, les autoroutes, les accès de transport, etc., pour faire une grève générale. C'est ce qui lui est reproché. Lui va instruire autre chose, c'est ce qu'il appelle le procès contre le néolibéralisme, parce que le communiqué de la CONAIE qui précédait les 10 revendications, eh bien, s'appelait tout simplement « Face à la crise causée par le modèle néolibéral, 10 revendications au président équatorien ». Donc, on va avoir encore en Équateur, dans les semaines qui viennent, un film, si je puis dire, politique de très haut niveau, de confrontation sur des modèles de société qui se confrontent, mais auxquels, pour leur crise, le gouvernement équatorien n'a en réalité aucune solution, ni technique, ni politique, et encore même pas idéologique, puisque Guillermo Lasso est plutôt, lui, content avec ce modèle sur le papier. Et donc, on a ce blocage qui va continuer, les dynamiques à l'œuvre qui échappent au contrôle des Équatoriens et qui vont continuer à alimenter finalement les problèmes sur le modèle économique et la société équatorienne. Et donc, on pourra
va continuer à suivre cela parce que, encore une fois, tout cela ne se terminera pas et pourra trouver de nouveaux développements. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de suivre ce qui se passe en Équateur, au-delà des simples faits, au-delà finalement de l'arrêt momentané de ce conflit-là, parce qu'on a compris qu'il s'inscrit dans des dynamiques beaucoup plus structurelles, à la fois nationales et à la fois internationales.